En 1948 a lieu l'événement le plus célèbre de la vie de Tito, la rupture avec Staline. Mais ça me paraît curieux finalement. Parce que t'as bien dit qu'à l'origine, c'était un stalinien pur jus ce mec. Lavage de cerveau et tout, tout pour plaire au guide. Mais c'est vrai, mais justement, quand tu es pas assez stalinien, c'est pas bon, mais quand t'es trop stalinien, justement, tellement stalinien que tu aspires à devenir toi-même un petit Staline, eh bien tu risques de rencontrer des problèmes. Ce sur quoi je veux insister, c'est que la raison profonde de cette rupture n'est pas un conflit idéologique qui séparerait le maréchal Tito et Staline, mais bien un conflit personnel. Je rappelle que Staline, en principe, pilote à distance tous les partis communistes du monde, théoriquement, à travers la fameuse internationale communiste, qu'on appelle parfois le Comintern ou le Cominform. Tito, il fait partie du Cominform. Mais il est beaucoup trop autonome pour Staline. Ouais, bah j'imagine. Déjà, il a libéré la Yougoslavie pratiquement tout seul. Déjà. Et puis, il n'y a pas que ça. Tito entretient des liens privilégiés avec d'autres partis communistes des Balkans, notamment les Bulgares. Il voudrait examiner avec eux l'idée de construire une fédération balkanique, sans spécialement demander l'avis de Moscou. Il aimerait envoyer des troupes dans le sud de l'Albanie pour protéger la région contre des agressions impérialistes. Alors que généralement, quand il s'agit de rouler du tank, c'est un rôle qu'on réserve à l'Union soviétique d'habitude. Tito aussi critique le chauvinisme russe. Ah, tu vois qu'il y a quand même un petit peu une rivalité idéologique, non? Mais non, il ne critique pas le communisme soviétique. Il critique le fait que l'Union soviétique utilise son statut de superpuissance pour poursuivre les intérêts de la vieille Russie. Il remet en cause le caractère révolutionnaire des communistes russes. Tandis que lui, Tito, il ne peut être taxé de chauvinisme, puisqu'il vient de liquider tous les Oustachis et tous les Tchétniks de son pays. La Yougoslavie, pense-t-il, est beaucoup plus proche du véritable esprit révolutionnaire. Et surtout, le camarade Staline et le maréchal Tito se partagent l'image de héros de la Seconde Guerre mondiale. Et cette médaille est bien trop brillante pour être portée par deux personnes. Pour toutes ces raisons, le ton monte entre les deux et Tito est exclu du Cominform en 1948. Après cette rupture, l'Union soviétique dirige contre lui un blocus marchand impliquant tous les pays du pacte de Varsovie, c'est-à-dire tous les pays communistes qui sont dans l'Est de l'Europe. Alors, cette rupture, paradoxalement, elle va contribuer au prestige de la Yougoslavie. Tito va commencer à se draper d'un nouveau costume, celui du non-aligné. Tu vois ce que c'est le non-alignement? Je ne m'aligne ni sur le bloc Est, ni sur le bloc Ouest, je suis non-aligné. Voilà. Et comme il est parmi les premiers à revendiquer ce non-alignement, on présente souvent Tito comme l'un des principaux piliers du mouvement des non-alignés, conjointement avec Nasser et Nehru. Comme eux, il se réclame du socialisme, et comme eux, il est hautement favorable aux luttes anticoloniales du monde entier. Le régime de Tito reste indéniablement communiste, ça veut dire contrôle des institutions par le parti, surveillance généralisée, culte de la personnalité qui est copié-collé sur celui de Staline d'ailleurs, endoctrinement des esprits à l'école, etc. Tous les opposants politiques sont enfermés dans un sinistre camp de travail qui est sur l'île de Goli Otok. Sur Goli Otok, les ennemis du régime vivent dans des conditions terribles et humiliantes. Ils sont parfois privés d'eau et de nourriture. Ils sont forcés d'exécuter des travaux harassants et inutiles, tels que le très classique mais très efficace cassage de pierre. C'est une sorte de goulag en mer Méditerranée, quoi. C'est un lieu où certains détenus sont fortement encouragés à infliger des châtiments à d'autres détenus. Et en fait, le fonctionnement du parti va devenir très simple. On va voir chaque militant communiste, on lui demande qui il préfère, Staline ou Tito. S'il répond Staline, eh bien on lui donne un petit ticket pour une croisière vers l'île de Goliotok. Et comme beaucoup de communistes ont une vénération naïve pour Staline, ça fait beaucoup de détenus. On estime que 16 000 dissidents politiques sont passés sur cette île de malheur pendant le régime de Tito. Lorsqu'il est question de la rupture entre Tito et Staline, la plupart des Occidentaux ont tendance à considérer cet événement comme positif et rassurant. Mais il est rare qu'ils prennent vraiment conscience de ce qu'elle a de tragique ou d'ironique. Idéologiquement, tous les communistes, staliniens ou titistes, pensent tous rigoureusement la même chose des buts et des moyens de la révolution socialiste. Ils sont tous rigoureusement d'accord, ce sont les doubles exacts les uns des autres. Et pourtant, les seconds vont mener contre les premiers une purge d'une violence inouïe. Comme le dit l'historien Kosta Kristic, les staliniens étaient à la fois en prison et au pouvoir,
Ils étaient les geôliers, et en même temps, ils étaient les détenus. Ce n'est pas un hasard si sur l'île de Goliotok, il n'y a pas de distinction entre ceux qui frappent et ceux qui sont frappés. Appelés à alterner les rôles, comme dans un jeu morbide. Sur Goliotok comme dans le Parti communiste, les rôles sont interchangeables. Paradoxalement, la rupture entre Tito et Staline fut le moment de leur plus grande ressemblance. Tito applique des purges staliniennes aux staliniens. C'est là qu'on comprend que le régime de Tito est fondamentalement totalitaire. Les staliniens, d'un point de vue idéologique, sont d'accord avec Tito, mais le parti ne te demande pas d'être d'accord avec lui, le parti ne te demande pas de penser, le parti te demande de te soumettre aux priorités établies par la bureaucratie, dont le sommet est Tito. Ce sommet doit être vénéré, chaque circulaire du parti doit être lu comme une bulle pontificale. Et si une circulaire t'informe qu'un dogme a changé, qu'un postulat a été retourné, alors il faut changer son opinion instantanément. D'où l'importance du culte de la personnalité décerné au secrétaire général, qui est en fait une sacralisation de la bureaucratie, un rouage essentiel du système. Ce culte à Tito signifie la soumission totale du militant communiste, l'absence de pensée individuelle, quand bien même cette pensée irait dans le bon sens. Le crime des staliniens n'est pas qu'ils sont des hérétiques, car ils sont orthodoxes au contraire. Leur crime est de n'avoir pas lu la circulaire du parti qui les informait que le dogme avait changé. La religion était la même, mais leur Dieu avait été remplacé par un autre Dieu. Ils ont tardé à se mettre à la page. À quoi reconnaît-on une politique socialiste au XXe siècle? Pour moi, je pense qu'il y a un minimum syndical. Il faut des réformes agraires et des nationalisations. Et comme Tito veut faire une politique socialiste, sans surprise, une réforme agraire est conduite. Je rappelle, une réforme agraire, c'est une redistribution de la terre de façon à égaliser un peu les superficies. Personne ne peut posséder plus de 30 hectares, par exemple. Et puis il y a la nationalisation, ça veut dire l'appropriation par l'État. Tito nationalise son industrie, et il le fait à la mode communiste. Ça veut dire à la mode brutale, quasi totale. Il ne se contente pas de nationaliser les grands secteurs stratégiques de son pays, il nationalise tout. La petite, la moyenne, la grande industrie, et le commerce, et les banques, et les transports. C'est près de 90% de la production nationale qui est nationalisée. A noter que beaucoup de ces industries étaient possédées par des étrangers qui avaient investi dans ce pays. C'est donc aussi une prise d'indépendance. Donc, je l'ai dit, nationalisation, réforme agraire, c'est la base du socialisme en gros. La plupart des pays arabes que j'ai traités sur cette chaîne ont pratiqué ces réformes, sans pour autant être qualifiés de communistes, vous avez remarqué. Pour que le socialisme soit qualifié de communisme, il faut quand même qu'il aille plus loin. L'économie nationalisée en Yougoslavie va être organisée selon une planification impérative. Autrement dit, il n'y a pas de loi du marché. La totalité de l'économie est contrôlée par l'État. Tous les prix, tous les salaires, mais aussi le choix des produits, le choix des quantités, le choix des modes de production, le choix des localités, les plans d'investissement. Tout, absolument tout est décidé par l'État dans le cadre d'un plan qui s'appelle le plan quinquennal. On parle de planification impérative et c'est un modèle calqué sur le modèle soviétique, vous avez compris. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un oubli dans le plan? Comment ça? Mais imagine ils aient oublié de prévoir, je sais pas, des mouchoirs. Ben, cette année, il faudra se moucher dans le coude. C'est ça la planification impérative. L'économie est soumise complètement au choix de l'État. C'est étrange comme fonctionnement. Certains diraient que c'est complètement débile. Alors bien sûr, ce plan quinquennal, il met l'accent sur la haute industrie, comme les soviétiques. C'est drôle, cette mentalité socialiste qui veut à tout prix industrialiser rapidement. C'est une sorte d'obsession. L'industrialisation, c'est la route pour faire concurrence au monde capitaliste. Très industrialisé, lui. Cette industrialisation, elle conduit souvent à une croissance économique un peu trompeuse. Disons que ces pays souvent s'industrialisent avant d'avoir les compétences pour le faire bien. Cette erreur a été faite par l'Union soviétique. Elle a été transmise à la Yougoslavie, laquelle la transmettra à d'autres pays non alignés, comme l'Algérie. On en a parlé un petit peu sur cette chaîne déjà. Dans l'ensemble, au dire même des économistes socialistes yougoslaves, cette planification et cette industrialisation ont été un gaspillage terrible d'investissement
parce que les projets étaient mal choisis, mal pensés, mal exécutés. Bah évidemment, hein, c'est pas à l'État de planifier toute l'économie. Là, tu entres dans la question idéologique de connaître les véritables vocations de l'État. Je pense aussi que les communistes attribuent ici un rôle que l'État n'est pas conçu pour jouer. L'État seul ne peut pas se substituer à la multitude des acteurs privés. Mais bon, c'est vrai que c'est un point de vue un peu idéologique. Sans forcément l'adopter, on peut au moins constater que la planification impérative serait peut-être possible, à condition que les hauts fonctionnaires de l'État possèdent d'excellentes connaissances, très 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 pointues en matière d'aménagement, de développement, d'économie, de logistique, qu'ils disposent de statistiques ultra fiables et qu'ils aient à leur disposition des cadres hautement qualifiés et que chaque serviteur de l'État applique exactement ce qu'on lui demande en surmontant tous les problèmes qu'il pourrait rencontrer sur son chemin. Mais ce qui est sûr, c'est que ces paramètres ne sont pas du tout remplis en Yougoslavie, qui est un pays sous-développé, agricole et presque dépourvu de qualifications, ni du côté des industriels, ni du côté des politiques. Les communistes yougoslaves ne réfléchissent qu'en termes de lutte des classes et de dictature du prolétariat. La doctrine de Marx, ils la possèdent sur le bout des doigts, ok. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'une doctrine, même parfaite, ne peut pas remplacer des connaissances techniques, territoriales, logistiques, scientifiques, la connaissance des structures complexes de l'économie, et pas seulement de l'économie avec un grand E, de l'économie yougoslave en particulier. Tito et ses amis ont passé leur vie dans un parti clandestin qui n'a jamais été confronté à cette réalité. Passons maintenant à l'agriculture. En 1948, l'État décrète la collectivisation des terres, autre mesure communiste empruntée à l'Union soviétique. L'État décide de prendre le contrôle des terrains pour y installer des coopératives de production. Il s'agit bien sûr de dépouiller les paysans au nom du bien public, les dépouiller de leur titre de propriété, pas pour les martyriser, mais pour leur montrer qu'il est dans leur intérêt de se soumettre à ces coopératives de production bienveillantes, mais qui vont réquisitionner leurs bénéfices. Quelle surprise, les paysans ne supportent pas cette collectivisation forcée. Et ils le montrent, allant jusqu'à tuer leurs propres vaches, incendier leurs propres greniers ou laisser pourrir leur propre blé. Visiblement, les paysans ont peur. Les coopératives paysannes prévoyaient une mise en commun de la terre, de la production, des chevaux, du bétail. Mais on l'a vu, les paysans n'ont pas confiance et réagissent violemment. Pourtant, c'est bien vrai que la Yougoslavie avait besoin d'une réforme. Pour améliorer la production de blé, il fallait un agrandissement des parcelles, un remembrement et un meilleur outillage. User de coopératives paysannes aurait pu être un moyen de regrouper des exploitations et améliorer la production. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les communistes s'y prennent mal. D'abord, cette réforme est mise en œuvre de façon sournoise. Qui n'entre pas dans la coopérative, qui refuse de mettre en commun le produit de sa vente, s'expose à des invectives et à des tracasseries. Il est vu comme un égoïste, voire c'est le comble, comme un bourgeois. De plus, au lieu de se concentrer sur les champs de blé qui auraient gagné à être réorganisés, l'État collectivise tout le secteur agricole. En outre, les communistes n'ont pas compris, ou ont compris trop tard, qu'une coopérative n'est attrayante pour un paysan que dans la mesure où elle lui promettra un outillage moderne. N'oublions jamais que tous les paysans rêvent d'avoir un tracteur. Or ici ce n'est pas le cas car le parti collectivise avant de se fournir en machines. Mais surtout, l'État est rempli d'idéologues marxistes qui se complaisent dans des formules repoussoires du type la propriété c'est le vol. Ce genre de formule intellectuellement plaisante pour un étudiant en fac de philo de Paris-Nanterre, mais en total décalage avec la réalité vécue du paysan moyen. Nul besoin d'être fin psychologue pour comprendre que la propriété de sa terre est une des rares contreparties existentielles du paysan, en échange de ses interminables journées de travail. En 1953, le parti renonce à la collectivisation. On arrête, c'est trop dur, les paysans vont tout brûler, stop, on n'aurait pas dû. Cette décollectivisation provoque un repli sur le privé et l'émiettement définitif des propriétés. Dans un pays où la plupart des paysans possèdent moins de 5 hectares, on ne s'étonnera pas que l'agriculture fonctionne au ralenti. C'est ce qui explique que sous Tito, le pays ne produit pas assez de quoi manger et doit importer. Et il se fournit chez qui? Chez les Américains. Ah oui, ouf. Heureusement que les capitalistes sont là quand même. Mets-toi à sa place, hein, il ne peut plus importer du blé soviétique, parce que les Russes le boycottent, donc il va voir les États-Unis. Cette dépendance vis-à-vis des Américains va continuer, et concerner d'autres secteurs. La Yougoslavie
accepte le plan Marshall par exemple. Elle achète des armes aux Américains. Donc tu vois que le non-alignement, c'est une position intéressante qui n'est pas sans roublardise parfois. En 1952, l'État renonce à la planification. Oui, c'était une erreur. Nous nous sommes trompés. On revient à une économie de marché. Et l'État continue à planifier, mais de façon indicative. Donc c'est fini. Retour à la case départ. Adieu le socialisme. Peut-être pas. Il y a des choses qui restent. La réforme agraire a eu lieu d'abord. Et puis la politique d'industrialisation va continuer à travers le nouveau modèle. L'État continue à encourager l'industrie. Les paysans, eux, qui ont été très malmenés, eh bien, ils vont commencer à aller travailler dans l'industrie, malgré le fait qu'ils n'ont aucune qualification. Ça va désengorger un peu les campagnes et accélérer la construction d'usines, et ainsi faire augmenter le produit intérieur brut du pays, et même le faire augmenter assez rapidement. Son industrie se développe de façon un peu illogique, avec beaucoup de gâchis dans les investissements, mais la production augmente, et ça c'est important de le noter. Une autre chose qui fait la spécificité de la Yougoslavie, c'est que, comme elle a renoncé à beaucoup de dogmes communistes, elle va finir par essayer de repenser le socialisme, de façon à justifier tous ces renoncements. Tito est entouré de gens qui sont préoccupés par ces questions. Milovan Djilas, qui est ministre sans portefeuille, Edvard Kardej, son ministre des Affaires étrangères, et Aleksandar Rankovic, le ministre de l'Intérieur. Ces trois hommes sont des collaborateurs proches, des camarades de guerre, et même de potentiels successeurs du maréchal. Djilas et Kardej conçoivent un nouveau modèle communiste, qu'on appelle le socialisme autogestionnaire. Mais c'est quoi le socialisme autogestionnaire? Comment dire? Le socialisme autogestionnaire, ça consiste à dire, ok, le communisme ne marche pas, l'État n'incarne pas, comme le croyait Staline, la volonté de la classe ouvrière. En fait, la classe ouvrière doit diriger elle-même le pays à travers des institutions de base qu'on appelle les conseils ouvriers et qui vont prendre toutes les décisions économiques en lieu et place de l'État. Donc plus d'État. Plus d'État. L'État doit laisser sa place à l'authentique volonté de la base ouvrière. Mais c'est pas un peu anarchiste comme idée ça? Et oui, moi je dirais c'est une idée anarchiste dans son esprit, certainement. Mais on se calme. Tito reste omniprésent. L'État reste extrêmement oppressif. Et d'ailleurs, quand Djilas ira trop loin dans la rhétorique visant à mettre à mort l'État, à démocratiser la société, parce que au fond, c'était le véritable désir de Marx et Engels, pense-t-il. Il s'expose à des réactions peu amènes. Tito le fout en tôle en 1954, pour tout te dire. Donc, modérons notre langage, il ne fait pas bon être trop anarchiste en Yougoslavie. En tout cas, en théorie, les ouvriers s'autogèrent. Le socialisme autogestionnaire est né, et c'est une idée qui va vite faire le tour du monde. Et ça marche ce truc? Ça marche, oui. Ok. Je sens ton scepticisme total. Non, mais attention, ça peut marcher. Mais on sent bien que cette idée représente une porte de sortie rêvée pour tous les intellectuels socialistes. L'autogestion présente des avantages et des inconvénients. Ces avantages sont la représentation directe des travailleurs dans le système, tous sont régulièrement informés des avancées et des décisions de l'entreprise et trouvent les moyens d'exprimer leurs avis. En outre, il y a des participations aux bénéfices, un 13e mois. Il y a parfois aussi des résidences de vacances à la disposition des travailleurs. En fait, des droits leur sont reconnus et ça c'est déjà une très bonne chose. Pourtant, l'autogestion est aussi souvent critiquée. Si elle est critiquée, c'est parce que les Yougoslaves, poussés par leur enthousiasme, ont voulu l'étendre à toute la société. Autogestion ouvrière, autogestion communale, autogestion rurale, autogestion syndicale. Et au final, c'est toute leur existence qui s'est emmaillotée dans des comités qui ont une fâcheuse tendance à faire des petits, si vous voyez ce que je veux dire. Des petites réunions, des petits sous-comités, des assemblées générales, des commissions. Et c'est là qu'on commence à voir les limites de la chose. Il est rare qu'on sache exactement quel comité prend quelle décision et à qui faire sa réclamation en cas de problème. Sa complexité est d'autant plus grande que les règles changent sans cesse, ce qui vaut à chacun des tracasseries administratives permanentes et une vraie tyrannie bureaucratique. Il n'est jamais plaisant d'avoir affaire à des cadres du parti, d'autant plus soucieux des formes que l'on est toujours sous Tito et qu'ils craignent tous pour leur tête.
Les collectifs ouvriers voient leur personnel changer, ce qui rend les orientations de l'entreprise instables, et, on s'en doute, ce qui les décharge de responsabilité en cas de mauvaise décision. L'autogestion, disons-le, est aussi souvent une redoutable perte de temps, en discussion, en mauvaise décision, en querelle entre les représentants et les experts. Et, bien sûr, faut-il le préciser, c'est une redoutable perte de temps en paperasse. Alors je l'ai dit, pour avoir été trop adepte d'idées nouvelles, Djilas a été emprisonné. Il reste Kardej, un ministre slovène qui défend ces idées nouvelles, et Rankovic, qui est hostile et qui regrette le temps du communisme pur et centralisateur. Et Tito, lui, il est d'accord avec qui? Tito, il tangue tantôt vers l'un et tantôt vers l'autre. En son fort intérieur, il a de forts réflexes staliniens. Les communistes soupçonnés d'être trop libéraux sont sans cesse remplacés, rétrogradés, voire emprisonnés. Mais les années passant, Tito se rapproche de Kardej et c'est Rankovic, bientôt, qui tombe en disgrâce en 1966 suite à une affaire où il aurait mis le maréchal sur écoute. Kardej devient le numéro 2 incontesté du régime à partir de cette date. Kardej, conforté par le soutien de Tito, va encore plus loin puisque la Yougoslavie opère une réforme libérale en 1965. Plus d'indépendance pour les entreprises, plus grande ouverture des frontières pour les touristes occidentaux, et la réforme libérale, c'est aussi la levée des subventions sur beaucoup de produits de première nécessité. Ah oui, parce que du temps des entreprises nationalisées, l'État subventionnait plein de produits dans la société, ça faisait partie des bons aspects du socialisme en fait. Bien sûr, les subventions permettaient d'alléger le coût de la vie, c'est vrai ça. Et la réforme libérale de 1965, elle met fin à ça. Du coup, les loyers, l'électricité, le gaz et les transports en commun voient leur prix monter d'un coup. Enfin, et c'est mon dernier point sur le socialisme, c'est promis, pour bien comprendre que le régime a changé de philosophie, en 1974, Kardej promulgue une nouvelle constitution. Et cette nouvelle super-constitution est tout entière une ode au nouveau visage du socialisme, le visage autogestionnaire. Et Tito, il est d'accord avec tout ça. Non mais Tito, il l'a pas lu. Ah bon? Bah c'est du propre. Mais personne ne l'a lu. 406 longs articles. Cette constitution n'est visiblement pas faite pour être lue. Elle sert plutôt de support de pensée à un intellectuel prolixe et tâtonnant qu'est Edvard Kardej, lequel aimerait en faire un monument juridique pour son pays. Mais il se trompe, cette constitution remplit très mal son rôle. Elle place le citoyen au cœur d'un maillage illisible de 1000 conseils ouvriers, comités de gestion, commissions, délégations, coopératives de toutes sortes, qui ont pour but, semble-t-il, d'accomplir la démocratisation authentique de la société. Évidemment, tout ça, finalement, ça ne parle pas beaucoup aux citoyens moyens. Cette constitution, beaucoup trop longue et trop complexe, ils vont essayer d'en appliquer le quart de la moitié du commencement, mais sans succès tant c'est un fouillis. De toute façon, c'est bien simple. En pratique, Tito reste le chef suprême, donc tout ça, c'est beaucoup de papier et rien de plus. Par la suite, après la mort de Tito, cette constitution va continuer de régir la vie démocratique, soi-disant, du pays, mais en fait ne parviendra pas du tout à trouver des solutions aux énormes problèmes qui commencent à arriver et qui vont mener la Yougoslavie à sa perte. Voilà pour la destinée peu glorieuse mais intéressante de ce socialisme yougoslave. Et maintenant, nous pouvons aborder enfin le sujet final, peut-être le plus épineux, celui en tout cas qui va faire couler le navire. Ce qui devait arriver arriva. La fédération a été composée d'une poignée de peuples hostiles les uns aux autres, des peuples qui n'ont pas les mêmes origines, ni les mêmes langues, ni les mêmes religions, ni les mêmes alphabets, et les nationalismes reprennent leurs incessantes querelles à travers les partis communistes respectifs des membres de la fédération. Ils se disputent, mais ils se disputent pourquoi? Mais pour plein de petites questions qui, ajoutées les unes aux autres, peuvent causer bien des tracas. Et comme quoi? Mais prends pas ce petit ton méprisant, c'est ça aussi la vie d'une nation. C'est tenter de construire une solidarité nationale. Imagine que je te force à cohabiter avec un cousin grognon pendant 40 ans dans un appartement de 30 mètres carrés. Tu auras tout le temps de le haïr au bout du premier mois. On ne transforme pas les caractères des peuples en traçant des coups de crayon sur une carte. Donc les nationalismes reprennent, autour de 1000 petites questions. Des questions comme les enfants des minorités serbes, par exemple, qui vivent en Croatie, vont-ils apprendre à écrire en cyrillique ou en latin? Doit-on laisser l'alphabet latin se diffuser anarchiquement en Serbie au détriment du cyrillique?
L'Église catholique de Croatie n'est-elle pas trop dépendante du Vatican? Ne faudrait-il pas lui demander davantage d'autonomie, comme c'est le cas dans l'Église orthodoxe serbe, qui, elle, est autocéphale? Mais par contre, doit-on tolérer que l'Église orthodoxe macédonienne se sépare de l'Église serbe, comme elle le demande? Si les habitants du Kosovo se révoltent, doit-on les voir comme des agents de l'extérieur télécommandés par l'Albanie et donc comme des ennemis extérieurs ou comme des ennemis intérieurs? Et si on vient d'apprendre que les Slovènes ont construit une autoroute qui fait la liaison avec l'Europe de l'Ouest, qu'est-ce que les Slovènes veulent faire avec cette route? Pourquoi veulent-ils ces liens coupables et privilégiés avec le monde capitaliste? Et la Serbie dans tout ça, ne chercherait-elle pas à contrôler tout le territoire aux dépens de la Croatie lorsque les Croates font des profits dans le tourisme par exemple, et qu'ils sont payés en devises étrangères? Il apparaît que ces devises sont confisquées sans raison par les banques de Belgrade. Et après on s'étonne que les Croates crient au pillage. Quant au budget fédéral, comment ça se fait que la Slovénie ne s'en voit attribuer qu'une toute petite partie, alors qu'elle est l'un des États les plus économiquement solides de la fédération? Ces questions liées au nationalisme, eh bien, on va les retrouver dans tout un tas de sujets. Si tu regardes bien les hésitations de la Yougoslavie entre socialisme autogestionnaire et communisme dogmatique, comme on en a parlé tout à l'heure, même ces questions-là reflètent encore des luttes entre les nationalités. Car c'est pas un hasard si Edvard Kardej, l'auteur de la Constitution, est un Slovène, et qu'il est soutenu par tous les Slovènes et tous les Croates, tandis que Ranković, son ennemi, est un Serbe et qu'il est soutenu par tous les Serbes, et qu'il est vu par les Croates comme le symbole de l'hégémonisme pan-serbe et de la dictature policière. Derrière toutes ces questions, réapparaissent des vieilles tensions qui fragilisent le pays. Peu à peu, les désaccords deviennent des disputes, les disputes deviennent des haines, les haines deviennent des complots, des mises sur écoute, des disgrâces. Tel haut personnage est un Slovène, eh ben on va lui inventer un scandale, et on va le faire remplacer par un Serbe. Sauf que ce Serbe, d'autres vont le faire tomber, et on va le remplacer par un Monténégrin. Bienvenue dans les couloirs du Parti communiste de Yougoslavie. Et on parle pas des attentats Oustachi, qui commencent à reprendre. Il faudra décider quel comportement avoir à leur égard sans que la Croatie se sente offensée. Donc voilà, et au milieu de tout ça, il y a Tito, qui est le seul qui tient la baraque. Oui, il tient la baraque. Mais lui aussi n'est pas exempt de reproches. Ces nationalismes, dans certains contextes, il a pu les aggraver ou les envenimer. Ou en tout cas, on a pu l'accuser de cela. Il y a par exemple la question du Kosovo. Mais c'est quoi le problème avec le Kosovo en fait? On va en reparler, mais en gros le Kosovo c'est une région historiquement serbe, qui est même au cœur de l'identité serbe, mais qui est colonisée par des Albanais musulmans, une colonisation qui s'étale sur 300 ans. Et il faisait partie de la Serbie, et donc malgré cette colonisation, les Serbes pouvaient considérer qu'ils restaient majoritaires sur la totalité du territoire serbe. Du temps où la police de Tito était dirigée par le Serbe Ranković, cette police était sans pitié envers les velléités d'indépendance des Albanais du Kosovo. À la grande joie des Serbes, bien sûr. Et retiens ça, hein, c'est bien beau de mépriser les nationalismes, mais même pour un gouvernement communiste, il va falloir trouver des ministres, des fonctionnaires qui appartiennent à une certaine nationalité, une certaine éducation. Ranković était un authentique communiste, mais il avait conservé de toute évidence une certaine identité serbe, qui ressort lorsqu'il doit résoudre des questions précises, comme quel comportement avoir vis-à-vis des révoltes kosovares, ou quel allié puis-je trouver contre les cabales montées contre moi par mes rivaux qui sont de nationalité slovène? Et à chaque fois, Ranković va naturellement répondre comme répondrait un Serbe. Même le plus parfait communiste ne peut pas complètement occulter les questions nationales. Mais après la chute de Ranković en 1966, il crée la province autonome du Kosovo et lui donne une grosse autonomie en 1974. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, tu vois bien qu'en autonomisant le Kosovo, Tito crée une région où les Albanais sont majoritaires. La question du Kosovo est très complexe et on l'abordera plus tard. Si les Serbes sont aussi en colère concernant la création de cette région autonome, c'est aussi parce qu'elle est ressentie comme un énième pied de nez vis-à-vis des Serbes. Revenons un peu dans le passé. La Yougoslavie du roi Alexandre était connue pour son centralisme excessif, notamment vis-à-vis des Croates. Après l'assassinat du roi, il était logique de supposer que la méthode centraliste n'était pas la meilleure, d'où l'idée de construire une Yougoslavie basée sur le fédéralisme. C'est ce qu'a fait Tito. Il a établi une fédération. Et après tout, pourquoi pas? Cette idée n'est pas idiote. On pourrait penser que ce projet aura un meilleur avenir que celui d'Alexandre.
Mais en réalité, Tito commet ici la pire des erreurs. Je dirais même qu'il signe déjà, sans s'en rendre compte, la dislocation future de son État. Construire une fédération, d'accord. Mais il y a une confusion dans le sens du mot. Une fédération ordinaire a pour but de permettre la coexistence de plusieurs communautés en espérant qu'elles en retireront des bénéfices mutuels. Ce sont des nations auxquelles on reconnaît des traditions historiques, une identité propre et qu'on cherche à protéger. Et pour cela, il faut tracer des frontières entre les républiques fédérées qui coïncident avec l'identité revendiquée par les habitants de ces territoires. Ainsi, en cas de séparation, les frontières définies ne seront pas à réviser et la guerre sera évitée. Mais Tito ne raisonne pas ainsi. Pour lui, les nationalismes n'ont pas vocation à survivre, au contraire, ils ont vocation à disparaître. Et oui, les nationalismes ne sont, nous dit la doctrine marxiste, que des contradictions inhérentes au capitalisme, des rivalités dans l'accaparement du capital. Le communisme les fera disparaître naturellement. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour faire disparaître ces nationalismes, il applique un protocole. Il s'agit d'utiliser et d'encourager des nations dites opprimées à prendre leur revanche ou à se révolter contre des nations dites oppressives, qui elles seront humiliées. Alors ce protocole n'est jamais qu'un moyen révolutionnaire parmi d'autres, qui peut être utilisé ou non, il n'est pas particulièrement issu de la doctrine de Marx, il faut plutôt le voir comme un effet de la conjoncture ou des nécessités immédiates de la révolution, mais c'est lui qui explique pourquoi l'Ukraine s'étend aussi loin à l'Est depuis sa création. C'est aussi lui qui explique pourquoi les Serbes sont aussi divisés entre les différentes républiques de la Yougoslavie. Or, le problème est le suivant. En faisant ça, les communistes ne font pas cesser le nationalisme. En réalité, ils font tout le contraire. Ils les exacerbent, parce qu'ils établissent un rapport de force qui ne correspond pas à la réalité. Ainsi, les Croates se retrouvent à dominer deux territoires largement peuplés de Serbes, la Krajina et la Slavonie orientale. Ainsi, le Monténégro se retrouve séparé de Belgrade, alors que ses habitants se considèrent comme des Serbes. Ainsi, la Voïvodine devient région autonome séparée de Belgrade, sans aucune justification. La création de la Bosnie, elle, relève du charcutage pur et simple. C'est un territoire intermédiaire conçu pour y rendre les musulmans majoritaires. Or, les musulmans, avant 1974, n'étaient pas une nation. Ils ne se sont jamais perçus comme tels, mais ils étaient une minorité religieuse. Autrement dit, pour le roi Alexandre, c'étaient des Serbes dont la religion est différente. Il ne les a d'ailleurs jamais persécutés. En faire une nation coupe géographiquement les Serbes de Serbie de ceux des anciens confins. La création de la Bosnie fut donc un gâchis monumental. Les Bosniaques se voient accorder des droits politiques qu'ils ne demandaient pas. Ils sont de toute façon inaptes à construire un État, puisqu'ils sont beaucoup trop éparpillés. Et enfin, ils sont musulmans. Or, l'islam est une religion politique qui va chercher à exploiter ce nouveau statut. C'est ce qu'on va voir avec Izetbegovic. Tito ne comprend pas qu'il a créé une bombe à retardement. En effet, tant qu'il est là, tout le monde se tient tranquille, mais en cas de dislocation, ces frontières administratives deviendront des frontières nationales, et donc, par là même, enjeux de guerre. Mais tout ceci serait encore acceptable s'il n'avait pas consacré toute son énergie à humilier les Serbes. Eux qui ont résisté contre l'occupant, eux qui ont souffert plus que personne de l'occupation allemande, les voilà traités en perdants, les voilà traités en criminels. Mihailovic et ses hommes sont relégués au rang de collaborateurs. Tito apprend aux petits-enfants à considérer les Tchétniks et les Oustachis de la même façon. C'est ça, le pire couteau que Tito pouvait enfoncer dans l'honneur des Serbes. Non content d'avoir compté des centaines de leurs dans le maquis, il faut maintenant qu'on apprenne à leurs enfants à détester leurs parents qui s'y étaient cachés. Alors Tito répondrait que des crimes tchétniques bien réels ont été commis pendant la guerre, mais cette égalité de traitement est quand même très gênante. Les tchétniks ne supportaient pas de voir leurs frères tués par les Oustachis sans rien faire, et ils savaient que les musulmans avaient été parfois complices ou dénonciateurs pendant la guerre. Ce n'est pas pour rien que les SS comptaient une division bosniaque. Certains groupes tchétniks ont commis des crimes de vengeance, dans un contexte de forte indiscipline, et Mihailovic a toujours condamné ces agissements. Quand Tito met sur le même plan les crimes de vengeance tchétniques et la gigantesque extermination planifiée de l'État oustachi, on a tout de même le droit d'arquer un sourcil. Ce point de vue, vous l'avez compris, c'est le point de vue des Serbes. C'est un point de vue qu'il faut connaître. Qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort, les Serbes forment après tout la majorité de la population, celle qui est hégémonique par son nombre. Parmi tous les peuples dont on parlera, les Serbes sont ceux dont la conscience nationale est la plus développée.
Ce sont eux qui ont cimenté la Yougoslavie. Leur taper dessus, c'est comme scier la branche sur laquelle on est assis. Et les religions. Quoi les religions? Tu sais bien, les communistes sont hostiles aux religions. Est-ce que il les a persécutés? Tito méprise les religions. On sait qu'il est arrivé aux partisans de massacrer certains franciscains pendant l'épuration. Après la guerre, il opte pour une oppression des religions sans jamais interdire le culte en lui-même. Il ne peut rien contre la ferveur religieuse, les églises sont pleines pendant la Yougoslavie communiste. Mais il prend soin de supprimer tous les périodiques et journaux catholiques et orthodoxes. Les heures des offices et les fêtes religieuses sont souvent contrariées par des événements organisés par le parti. Tito met en prison l'archevêque catholique de Zagreb, Alojzije Stepinac, pendant 5 ans, pour s'être opposé à l'idéologie communiste. Mais c'est surtout à travers la presse et l'éducation qu'il cherche à détourner le peuple de la foi. Le catéchisme dans les écoles est presque toujours interdit. Les instituts religieux sont fermés. Si les orthodoxes et les catholiques sont à plaindre, l'islam, lui, est traité moins durement, car le régime voit en lui une opportunité pour diviser les religions. Ainsi, Tito autorise la construction d'une centaine de mosquées dans les années 1950. Bref, on arrive au soir de sa vie, Tito est vieillissant, il est affaibli et il est surtout très isolé. On peut être au pouvoir et très isolé. Il semble que Tito se dissimule de plus en plus derrière un intermédiaire inattendu. Il s'agit de sa femme, Jovanka, parce que oui, dans les années 70, il est impossible de parler à Tito sans passer par sa femme, une personne irritable, hystérique et paranoïaque apparemment. En tout cas, Tito, harassé, se sépare de sa femme en 78 et finit par mourir dans une forme de solitude affective en 1980 à cause d'une embolie de la jambe gauche. Il avait 87 ans. C'est la fin du maréchal Tito. En ex-Yougoslavie, se pose souvent la question de savoir si l'on doit cultiver la nostalgie de Tito. Sur de nombreux points, on peut répondre positivement. Par le non-alignement, Tito a fait gagner à son pays un prestige mondial qu'on aurait tort de bouder. À l'origine, Tito fut l'artisan d'un régime totalitaire. Le point culminant de ce totalitarisme fut la rupture Tito-Staline en 1948. Et paradoxalement, cette même rupture a été une bénédiction par laquelle les Yougoslaves se sont mis à l'abri des rigueurs doctrinales du stalinisme. Comment expliquer cela? Tito avait peut-être de mauvaises intentions, mais heureusement, il n'était pas encore sourd. Avec ses oreilles, il entendait parfois des murmures venus de cette contrée lointaine qu'on appelle le monde réel. Tito vivait dans une bulle comme tous les communistes, mais sa bulle était poreuse. Il constatait l'invalidité pratique du communisme. Alors attention, un constat n'est pas un aveu, mais ce constat étiolait le cadre totalitaire de son régime. Pour Gilas et Kardec, cette faille était petite, mais elle suffisait pour faire entrer la lumière. Tito se rendait compte que les Yougoslaves, au fond, ne seraient jamais des communistes. Et cette idée ne sortait pas de son esprit. Il conçut alors un compromis. Il dit à son entourage: D'accord, changez le socialisme si vous voulez, transformez-le, videz-le, ok, mais laissez-moi rester le chef absolu du pays. Ne sacrifiez ni le parti, ni la bureaucratie, ni moi. Vous voulez essayer une nouvelle recette? Eh bien allez-y, on va la faire, vous allez la goûter, mais si c'est bon, vous direz que c'est moi le cuisinier. À la vérité, le socialisme autogestionnaire était loin d'être une recette parfaite, mais elle a été au fond la meilleure chose qui pouvait arriver au pays dans ce contexte. Elle a permis une accalmie, un certain relâchement des tensions, voire un effacement du totalitarisme. L'industrialisation a fonctionné. Le pays s'est vraiment industrialisé. De façon dissipatrice sans doute, mais beaucoup moins sauvage qu'en France ou qu'en Angleterre. Elle a quand même un pendant négatif, l'anéantissement de l'agriculture, que Tito a lamentablement échoué à réformer. Dans ce pays plus apaisé, les habitants bénéficient d'une éducation gratuite, de soins gratuits. Leurs salaires sont cependant encore très bas. Ils ne sont pas à plaindre, mais ils sont pris comme dans un malaise. L'ouverture des frontières les rend envieux vis-à-vis de l'Occident. Ils se posent des questions. On leur avait promis le règne de l'égalité, mais partout ils se plaignent de l'enrichissement d'un tel ou d'un tel. Pourquoi le technicien gagne plus que moi? Pourquoi mon collègue devenu président de comité s'est payé une voiture et pas moi? Pourquoi mon beau-frère est allé faire un voyage à Paris et pas moi? Si les Yougoslaves se plaignent souvent, Tito n'y est pour rien. Après tout, le pays se développe.
Ce malaise est juste une conséquence du fait que l'égalité qu'on leur promet n'existe pas vraiment. Il est absolument impossible que tout le monde s'enrichisse à la même vitesse. Et les premiers à s'enrichir seront forcément les cadres du parti. Mais pourtant, le niveau de vie augmente vraiment. Et tellement bien que les Yougoslaves commencent à ressentir eux aussi le besoin impérieux de consommer, si caractéristique de nos pays occidentaux. Surtout depuis que les frontières avec l'Occident se sont ouvertes. Mais revenons à Tito. Mihailović disait de lui « Cet homme n'appartient pas à cette terre ». Il parlait peut-être de son accent et croyait qu'il était russe. Mihailović, au fond, met le doigt sur ce qui ne va pas chez Tito. Il est étranger à la Yougoslavie. Il importe des concepts rigides qu'il a dû apprendre dans les écoles de Moscou, et il essaye de les semer ici. Mais ces graines-là ne germent pas. Il découpe des régions, il forme des fonctionnaires, mais cette bureaucratie n'entend rien aux problèmes du paysan serbe ou du paysan croate. La Yougoslavie est une fédération de peuples vivants qui ont 1000 ans d'histoire derrière eux. Pour que tous ces hommes si différents puissent vivre ensemble, il fallait leur donner quelque chose qui puisse les unir. Tito, sûr de lui, pensait les unir par le communisme. Mais ça marche pas du tout, le communisme a démontré chaque jour au contraire combien c'est une idéologie incohérente et inconsistante. Il fait une collectivisation, puis il y renonce, il essaie un plan quinquennal, puis il l'annule, la loi du marché est abolie, puis elle est rétablie, les frontières avec l'Occident capitaliste sont rouvertes, et pendant ce temps le parti s'auto-purge constamment au gré de ses hésitations. Comment voulez-vous que le communisme unifie quoi que ce soit quand on a déjà du mal à comprendre ce que c'est? La violence des Serbes, des Croates et des Bosniaques s'explique par un historique, par des blessures mutuellement infligées, des plaies pas encore refermées, des créances pas encore payées. Pour les calmer, il faut déjà faire l'effort de les comprendre afin de chercher un accord satisfaisant pour chacun. Tito n'a jamais fourni cet effort. Incapable de s'intéresser ni aux motivations des uns ni à celles des autres, il en vint à la conclusion que les nationalismes ne s'expliquent pas. Ils sont tous identiques et absurdes par définition. Voilà ce qui mènera la Yougoslavie à sa perte. Le communisme vient à peine de naître, il ne se comprend pas encore bien lui-même, qu'il pense déjà être en mesure de remplacer les nations dans leur rôle identitaire et spirituel. La doctrine marxiste ne tolère pas que des nations aient pu exister avant elle. Elle ne s'écrit que sur des pages vierges. Le monde d'avant doit être effacé complètement, quitte à supprimer physiquement tous les nationalistes de quelque bord qu'ils soient. Vous me répondrez qu'une telle solution n'est pas matériellement possible, mais non seulement Tito l'a envisagé, mais il l'a fait. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Yougoslavie fut le théâtre d'une épuration inouïe. Comme s'il était plus facile à Tito de tuer 200 000 nationalistes que d'en comprendre un seul. Ce fut pour lui une occasion rêvée, un prétexte idéal pour accomplir ce qu'il a toujours voulu. Les tuer tous, oui tous. Les Oustachis, les Tchétniks, les Albanais, les Allemands, les Italiens, tous en ligne, côte à côte, réunis dans la mort, une bonne fois pour toutes. Ce que Tito ne savait pas, c'est que les nations ne sont faites principalement que de mémoire. Elles n'ont qu'à hiberner dans les souvenirs des femmes et des anciens. Une génération est morte, mais une autre viendra, revêtue de la même rage qu'autrefois, ou pire. Voilà l'erreur qui s'était logée dans l'étoffe du maréchal Tito.